avoir un petit point effectif, s'il vous plaît. Mvoué Saïd toujours blessé, forcément. Mvoué Saïd toujours blessé, forcément. Qui ça? Mvoué oui. Et Saïd. Oui. Mvoué, on peut savoir à peu près pour combien de temps ils en ont? Pour combien de temps ils en ont? Ouais. Ah, pour un petit moment. Bah Wesley, déjà, il n'a pas été opéré. Donc, il n'a pas été opéré finalement? Non. Donc Wesley, il y en a pour un bon moment. On va dire. Je peux vous donner la date exacte, mais il y en a pour un bon moment. Et puis Steve, c'est pareil. Mais c'est moins quand même, Steve, non? Oui, normalement c'est un petit peu moins, mais bon, on est dans des... On est à 3 mois, 6 mois, donc voilà, donc c'est des joueurs sur qui on ne peut pas compter. Bostok Moubélé toujours en reprise? Qui? Bostok et Moubélé en reprise? Oui. Non, alors Firmin par contre a repris avec le groupe. Donc il est apte, c'est sa première semaine avec le groupe. Après un long travail individuel avec le kiné sur le terrain, donc il se sent bien. Donc après c'est un problème aussi évidemment de conditions physiques, il n'a pas fait de match, donc, mais voilà, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il a fait une semaine complète, sans problème. Borrera de retour? Oui. Bayo, vous deviez l'intégrer au collectif là, cette semaine? Oui, il a été intégré cette semaine, sans problème aussi, donc pour lui tout va bien. La seule petite incertitude, c'est évidemment qu'ils n'ont pas joué depuis un moment, mais autrement, tous ces garçons-là sont aptes à... Donc Bayo peut postuler par exemple? Oui. Et enfin Machado Il peut postuler aussi. D'accord, déjà. Oui. Non, après, lui, il est apte, il n'y a pas de souci. Il est arrivé, il s'est entraîné ce matin avec nous. Donc, lui, c'est pareil, il n'a jamais coupé l'entraînement. Après, il a fait son dernier match de remonter à 3 semaines à moi. Bon, donc voilà, mais il est apte aussi à être dans le groupe, à postuler pour le match. Donc, que ce soit Bayo ou lui, ce sont deux joueurs qui peuvent postuler et nous rendre des services, parce que ça sera au départ du match, que ça sera pendant le match, voilà, peu importe. Après, enfin moi c'est quelque chose dont je me réjouis, parce que quand des nouveaux joueurs arrivent, il faut les intégrer. Plus vite ils jouent, plus vite l'intégration se fait, avec notamment concernant Diver, il y a le problème de la langue, il parle qu'espagnol. Donc on a besoin aussi de trouver des repères sur le terrain, bon, parce que dans le football, on va dire que c'est un langage universel, donc on peut toujours trouver, mais après dans la vie de tous les jours, c'est important qu'il soit au milieu de ses partenaires, qu'il soit avec nous pour pouvoir se sentir bien et complètement intégré. Vous nous en parlez un peu plus, on n'est pas trop, nous, Machado, c'est quoi ses qualités, sur quelle base vous l'avez recruté, parce qu'on n'avait rien à lui dire. Vous n'avez pas vu d'image? Et vous n'avez pas internet, vous n'allez pas voir. Oui, un petit peu. Si, vous n'avez pas le temps. Non, c'est un joueur de couloir, un latéral gauche qui est très offensif, qui est très tonique, très dynamique, qui prend beaucoup les espaces, qui centre, voilà, qui a une bonne patte gauche. Et puis c'est aussi quelqu'un sur le plan défensif, évidemment, vu son poste, qui est aussi intéressant, parce que c'est comme souvent les joueurs sud-américains à ce poste-là, il lâche rien, il est assez agressif, donc voilà, il est international quand même, hein. Donc c'est un garçon qui a l'habitude un petit peu du haut niveau, donc voilà, ses qualités c'est ça. Après maintenant il reste à parfaire évidemment les relations avec ses partenaires, et voilà, mais ce qu'on attend de lui, c'est dans un premier temps déjà qu'il soit complètement libéré, qu'il apporte toutes ses qualités, donc qu'il joue comme il sait le faire, et puis avec évidemment nos principes, que ce soit défensif ou offensif. Mais moi ce que j'aime chez lui, c'est que j'aime bien que les latéraux participent beaucoup. Il a cette envie, il a cette qualité, il a ses talents pour aller vers l'avant, donc voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Merci. En froid, vous avez, je suppose, revu le match de Dunkerque. Quel regard vous portez sur cette après-entière? Bah écoutez, quand je l'ai revu à la vidéo, j'ai eu
bon, les mêmes impressions que j'ai eues après le match. Après, sauf que quand on le regarde la vidéo, on rentre un petit peu plus dans les détails. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on l'a regardé aussi. Enfin, j'ai fait faire un montage pour qu'on puisse analyser les choses. C'est un match où on a eu des manques, c'est certain. Mais où il y a eu aussi des choses qui ont été intéressantes, où l'équipe a montré à ce moment-là un potentiel, enfin en tout cas moi j'ai trouvé très intéressant. Alors après la difficulté, c'est que tout ce qu'on a montré de bon et d'intéressant, on l'a montré une fois qu'on était mené à 0. On a vu une équipe plus agressive, on a vu une équipe qui récupérait plus de ballons au niveau du pressing, et on a vu des situations de jeu vers l'avant avec pas mal de situations de but. Alors après il a manqué la finition ou le dernier geste. Mais bon, si on prend ce laps de temps là, ça ne suffit pas pour gagner un match. Par contre au début du match, on a commencé le match sur un espèce de faux rythme. Et puis après, on a été déficient, notamment sur le plan des duels. On n'a pratiquement pas gagné un duel, donc c'est très compliqué. Quand vous ne gagnez pas les duels, ça veut dire que vous n'avez pas le ballon, c'est toujours l'adversaire qui l'a. On a eu aussi un déficit important dans notre bloc équipe. On était très espacé, ce qui permettait à l'adversaire de trouver des solutions entre les lignes. Donc voilà. Il a manqué ça. Alors après, quelles en sont les raisons? Voilà, il y a sûrement un côté psychologique, même si on a travaillé beaucoup là-dessus. Je l'ai évoqué après le match, c'est pas du tout une excuse, mais c'est une réalité. On avait beaucoup de joueurs qui découvraient la Ligue 2, beaucoup de joueurs qui découvraient simplement le monde professionnel à travers un match, la compétition, puisqu'on avait des jeunes joueurs sur le terrain. Donc voilà, mais on a justement fait un montage de tout ça, séquence par séquence, enfin de façon à ce qu'on puisse voir, parce que c'est important que les joueurs ils voient quand on leur dit. Ils peuvent peut-être pas toujours être conscients de ça, mais quand on voit les images, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont frappantes. Donc on a fait une longue séance vidéo là-dessus, et puis ensuite, ben, on s'est très vite projeté sur le prochain match. Après, ce que j'essaye aussi, bon voilà, là, de faire passer comme message aux joueurs, bon, on a perdu, voilà, on peut pas revenir en arrière. Bon, alors on revient en arrière pour analyser, mais il faut très vite passer à autre chose. Alors après, je sais qu'il y a de la déception, eux sont les premiers déçus, nous aussi, on espérait un autre résultat. Maintenant, ces points perdus là, il faut aller les récupérer ailleurs. Mais déjà, si on gomme tous les petits manques qu'on a eus, notamment au niveau je ne vais pas parler de l'investissement, parce que les joueurs avaient vraiment envie, étaient investis, mais au niveau de l'agressivité, au niveau des duels. Alors quand je parle d'agressivité, je ne veux pas avoir une équipe violente, mais de l'agressivité dans le football, c'est simplement la vitesse de course à laquelle on sort à l'adversaire. Quand il y a un duel, déjà il faut en gagner 9 sur 10. Si on perd ce duel quand le ballon retombe, par exemple, c'est un des défauts qu'on a eu pendant longtemps, enfin jusqu'au but sur le match. À la récupération du deuxième ballon, c'est toujours l'adversaire qui l'avait. Donc voilà, on était dans un espèce de faux rythme qui faisait qu'on n'a pas su envoler le match. Alors après, à contrario, l'aspect positif, c'est que ces joueurs sont capables. À partir du moment où on était mené, on a vu des comportements qui étaient différents. On n'a pratiquement plus perdu un duel. On a récupéré beaucoup de ballons, même dans les animations offensives, dans les actions offensives où on a fait une mauvaise passe que l'adversaire a récupéré le ballon. Dans les 5 à 10 secondes derrière, on était tout de suite, on le récupérait. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut être dès le début. Donc on a beaucoup discuté de ça, que ce soit individuellement ou collectivement. Et puis on a aussi travaillé sur le terrain. Donc, mais enfin, moi, l'idée que j'ai de ma relation avec eux, quand le match il est joué, gagné ou perdu, il faut, voilà, c'est fait, on l'analyse, si on est gagné, on est content, mais il ne faut pas qu'il y ait une euphorie débordante, parce qu'il y en a un autre qui vient et il faut tout de suite se projeter sur la préparation de celui-là. Et quand on l'a perdu, il faut aussi l'analyser, digérer très vite la déception, et puis se projeter sur l'autre, tout en s'appuyant sur justement ce qui n'a pas bien fonctionné. Nico, après le match, vous disiez que l'équipe allait forcément changer d'ici à la fin du mercato, vous attendiez 4 ou 5 renforts. Là, on suppose qu'on attendait 3 ou 4 quand même, qui arrive. Je voulais pas parler du mercato, je voulais juste parler du match, mais je savais que vous allez poser des questions là-dessus. Non, mais je ne veux pas vous redire ce que je vous ai dit. Après,
Enfin, vous allez comprendre, c'est une évidence. Moi, aujourd'hui, le championnat il a commencé, donc je me focalise sur le championnat. Après, je vous ai expliqué comment on fonctionnait dans le club. Voilà, le mercato, il est là, il y a déjà une arrivée. Il y en aura d'autres. Voilà, c'est tout. Mais je vous ai rien appris quand je vous dis ça. Voilà, après, me demandez rien d'autre, je vous répondrai pas. On voit bien que le travail n'est pas fini, entre guillemets, par rapport aux ambitions affichées par le... Mais non, le travail, bien sûr que non. Là, on ne peut pas les assumer, quoi. Bah non, le travail n'est pas fini. Si vous me demandez si le mercato de Toulouse est fini aujourd'hui, je vous réponds non. Hein. Mais un mercato, c'est un mercato, avec tout ce que ça... Avec tout ce que ça comporte des fois situations prévues, imprévues, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Je vous ai expliqué aussi que moi je préfère dépenser mon énergie sur les choses que je peux maîtriser. Et ce que je peux maîtriser, c'est tous les matins quand j'arrive au stade, qui j'ai devant moi et comment je peux faire pour préparer les joueurs du mieux possible et la meilleure équipe possible pour gagner le match qui vient. On imagine du coup que cet effectif va tourner à plein régime peut-être que dans plusieurs semaines. Là, est-ce qu'on se dit, il faut essayer de ne pas trop prendre de retard à l'allumage par rapport à d'autres équipes qui sont prêtes, qui ont eu un été un peu plus facile? Ouais. Mais c'est toute la problématique, c'est que quand on arrive comme ça dans un club qui vient de descendre, donc il y a tout un travail évidemment psychologique à faire parce que c'est toujours un traumatisme, donc on l'a fait, on continue de le faire, et puis après il faut que les joueurs s'habituent à un nouvel entraîneur, à des nouveaux principes de jeu, à une nouvelle façon de s'entraîner, à un nouveau langage aussi, que ce soit le vrai langage, le langage corporel, enfin voilà, il faut que pour faire des performances, il faut que les hommes se connaissent et passent du temps ensemble. Après, dans ce métier-là, on est toujours rattrapé par la compétition. La compétition, elle commence, pardon. Donc, il faut gagner les matchs. Donc, si vous ne les gagnez pas au départ, alors, je ne chercherai jamais d'excuses en me disant mais bon, il faut du temps et tout ça. Ouais, il faut du temps pour mettre les choses en place, mais le football vous en donne pas du temps. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, même si on fait des petites erreurs, même si tout n'est pas parfait, il faut avoir cette mentalité, cette attitude, pour que ça se passe le mieux possible. C'est ce que je regrette un petit peu sur le match. Voilà, pendant une mi-temps, on a manqué de choses qui sont fondamentales dans le foot. Si vous ne gagnez pas des duels, si vous n'êtes pas agressif, si vous ne récupérez pas les deuxièmes ballons, si vous n'êtes pas juste techniquement, donc voilà. Donc c'est une bonne question, mais c'est une évidence dans le foot. Donc, mais après, moi je suis quelqu'un d'optimiste, j'essaye au quotidien de transmettre cet optimisme aux joueurs. Je me pose pas cette question comme ça. Alors, si votre question c'est est-ce que vous avez une pression avant d'aller à Grenoble, j'ai pas de pression supplémentaire par rapport à aller à Grenoble. Par contre, je mets toute mon énergie et je la transmets aux joueurs pour qu'on aille gagner à Grenoble. C'est ça qu'on va faire. Mais j'envisage même pas qu'on puisse perdre à Grenoble. Si vous préparez quelque chose et puis vous commencez déjà à envisager mais si on perd, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, non. Après, ce que vous dites, je le sais, les joueurs le savent, tout le monde le sait dans le club, donc on travaille chaque jour pour ça. Mais après, c'est une évidence. C'est toujours les victoires qui font que on aurait pris qu'un point contre Dunkerque, on aurait fait la même analyse du match, avec quelque chose en plus peut-être sur le plan psychologique pour les joueurs, avec une faculté de réaction qu'ils ont eu, mais on n'a pas été récompensé puisqu'on n'a pas égalisé. Donc voilà, mais ça change tout. Le contenu d'un match et l'analyse d'un match doit rester la même pour un entraîneur, mais égaliser ou gagner le match, c'est pas tout à fait la même chose dans les têtes. Donc c'est toujours ça le plus gros travail de l'entraîneur. Bonjour monsieur. Bonjour. On parlait d'effectifs justement, je vais pas vous embêter encore avec le mercato, mais on parlait justement des manques de gains dans les duels et la difficulté physique à s'imposer. Ça vous inquiète ça sur le long terme d'avoir vraiment des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément les vices ou l'expérience pour la Ligue 2 qui demandent quand même pas mal d'expérience? Quand je dis ça, c'est pas par rapport aux jeunes, hein, parce que dans les duels, il y a des joueurs qui étaient moins jeunes qui les ont perdus aussi. Non, ça m'inquiète pas. C'est une des données du match, mais qui était pratiquement générale.
Donc voilà, quand je dis ça, je ne pensais pas du tout aux jeunes. Après, vous me posez une question aussi sur la jeunesse. J'ai lu ici et là que l'équipe était trop jeune et que les jeunes on les a fait jouer trop tôt. Donc après c'est toujours pareil. Hein. Si vous ne faites pas jouer les jeunes, ils ne comptent pas sur les jeunes. Si vous les faites jouer, c'est trop tôt, vous envoyez au casse-pipe. Non, ils ont joué parce que c'était les meilleurs à leur poste. Sur ce match-là, il n'y a pas de problème. Mais après les jeunes, il faut les amener dans ma conception de progression pour eux par rapport à leur carrière et aux qualités qu'ils ont. C'est des gamins qui doivent faire, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai discuté avec eux et ils en sont conscients. 15 matchs dans la saison et puis rentrer de temps en temps et puis après la saison d'après ils en font 25 et puis après ils peuvent s'installer comme titulaires ou pour d'autres c'est plus rapide, pour certains ça peut venir tout de suite, ça dépend un peu de la maturité qu'ils ont. Donc moi ce que je veux c'est pas qu'ils portent non plus le poids de ces responsabilités là. Donc voilà, ils ont joué. Quelque part, ils ont beaucoup appris dans ce match parce qu'il y a eu, voilà, par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc c'est un apprentissage rapide qui est peut-être douloureux parce qu'il y a eu une défaite, mais ça va leur servir. Le tout, chaque fois qu'on vit quelque chose, toujours positif ou négatif, si on est capable de l'analyser, ça nous sert. Donc voilà. Après, on a une réalité, on a une équipe jeune. Bon, mais c'est pas parce qu'on a une équipe jeune qu'on va se retrancher derrière ça ou qu'on peut être moins performant. La jeunesse a aussi des qualités, ça peut amener aussi quelque chose. Pour vous, le manque de franchise dans les duels, en tout cas sur ce match-là de Dunkerque, n'est pas forcément lié à la jeunesse? Non. Elle peut être due c'est pas tellement par rapport à la jeunesse, je pense qu'elle est plus due au manque de connaissance de la Ligue 2, par exemple. Donc, le jeu de la Ligue 1, le jeu de la Ligue 2, pas de la jeunesse, pourquoi je ne vais pas vous citer de nom, mais il y a des joueurs qui ont perdu aussi des duels et qui n'ont pas 19 ans ou 20 ans. Donc ça n'a rien à voir. Mais quand vous découvrez la Ligue 2, alors moi je ne pense pas que la Ligue 2 c'est quelque chose de particulier. J'entends dire que la Ligue 2 c'est un marathon. Je ne comprends pas pourquoi on dit ça, parce qu'il y a 38 journées comme en Ligue 1. Donc je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est un marathon. Hein. Par contre le jeu est différent. Vous avez certains aspects du jeu, c'est plus facile en Ligue 1. En Ligue 2, il y a plus de duels. Ça, c'est une certitude et c'est une réalité. Et les écarts entre les équipes en Ligue 2, elle est moins importante qu'en Ligue 1. En Ligue 2, vous pouvez perdre contre tout le monde. Et toutes les équipes sont bien organisées. Enfin bon, donc voilà. Donc il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Il faut d'abord être performant dans ce domaine-là. Voilà. Après, on a aussi des problèmes de communication entre nous. Il y a plein de petites erreurs de placement qu'on a faites qu'on aurait pu éviter simplement par de la communication. Enfin bon, voilà, on peut toujours tout dire, mais c'est pas dû essentiellement à la jeunesse. C'est un des critères, mais c'est pas le seul. Pas le seul. Grenoble, si on parle un peu de l'adversaire, si vous voulez bien, oui. Qui pareil, valeur sûre de la Ligue 2, comme Dunkerque, un entraîneur chevronné, qui en plus a perdu le premier match. Comment vous y prendre pour gagner donc? On va mettre un but plus qu'eux. Non mais plaisanterie mise à part, Grenoble c'est l'équipe type de Ligue 2 avec un entraîneur qui est je connais bien, c'est un copain, un vieux baroudeur de la Ligue 2, donc qui connaît bien son affaire, donc il est là depuis un moment, donc ils ont déjà donc on va dire qu'ils sont rodés. C'est une équipe qui joue bien au foot, on peut jouer dans plusieurs systèmes, 4-3-3, 4-2-3-1. C'est une équipe qui alterne des moments de possession où ils repartent de derrière et des moments de jeu plus directs. Donc voilà, on les a aussi regardés. Donc voilà, on va tout savoir sur cette équipe. Après, tout savoir sur l'équipe, ça suffit pas. Non, mais ce que j'attends de ce match-là, c'est justement un changement par rapport à ce que je viens d'évoquer. Je veux pas voir une équipe traumatisée, je veux voir une équipe qui est active, qui va là-bas et qui corrige ce qui n'a pas été contre Dunkerque. Voilà. Un changement de système, comme le premier match a été quand même assez défaillant dans certains domaines. Est-ce que vous êtes du type à changer de système
Moi, je suis pas prisonnier d'un système. Après, moi, je fais pas un système par rapport à l'adversaire déjà. C'est la première chose. Quand je mets en place un système, il peut être différent, mais c'est parce que je pense que dans ce système-là, on sera plus à même de gagner les matchs, les joueurs se sentiront mieux. Et en général, quand je mets un système, je change de système, c'est parce que surtout sur le plan offensif, on soit plus performant. Après, l'idée de base que je veux garder, et c'est ce qu'on n'a pas fait contre Dunkerque, c'est toujours l'idée de défendre en avançant. Voilà, donc je veux toujours une équipe qui avance. Et après, bon, dans le foot, il y a des moments où on ne peut pas avancer, où on est obligé de jouer bas parce que c'est l'adversaire qui a un temps fort. Mais j'aime bien avoir un bloc haut qu'on presse. Quand on ne peut pas presser, parce qu'on ne peut pas presser tout un match, c'est pas possible. D'avoir un bloc médian, mais toujours avec cette idée d'avancer sur l'adversaire. Contre Dunkerque, c'est ce qu'on n'a pas fait. On l'a fait à partir du moment où on a pris du but. Mais donc voilà, c'est ça l'idée. Nicolas, on a parlé des joueurs qui étaient déjà disponibles à Dunkerque, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont joué contre Dunkerque qui sont disponibles pour Grenoble? J'ai pas compris. Je veux dire, on a parlé des blessés dont on a parlé, c'était des joueurs qui étaient déjà absents contre Dunkerque. Mais est-ce que parmi les joueurs qu'on a vu contre Dunkerque, il y a des joueurs qui ne seront pas, qui sont blessés, qui seront disponibles pour Grenoble? Je peux vous dire demain, quand je vous donnerai le groupe. Non mais il n'est pas fait le groupe. Autant la dernière fois je vous ai dit que je l'avais à peu près en tête, autant là il est pas fait pour différentes raisons que je vous expliquerai pas, mais bon voilà, il sera fait demain. Deuxième chose, vous parlez des fois de problèmes de communication, justement vous disiez aussi que Machado venait d'arriver pour l'instant ne parle espagnol. Oui. Branco, je ne sais pas s'il parle français ou s'il parle anglais, enfin je suppose qu'il parle anglais, c'est néerlandais, donc voilà. Et les recrutements pour l'instant, qui pourraient continuer comme ça à être international, c'est aussi votre boulot, vous allez me dire, mais c'est aussi une nouvelle, quelque chose à intégrer dans la planification du groupe. Oui, alors après, dans le club, par rapport à ça, on fait évidemment des choses. Les joueurs, on leur fait prendre des cours de français, donc assez intensifs, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, à l'entraînement, on leur parle qu'en français, pour que justement, alors moi on s'occupe surtout de ce qui se passe sur le terrain, pour qu'ils comprennent. Donc avec les mots, après on montre les situations sur le terrain, mais c'est vrai que dans un match ça va vite. Donc c'est vrai que ça voilà, ça peut poser un problème. On prend aussi les joueurs individuellement. Par exemple avec des verts, moi j'ai déjà commencé, on va le prendre, dire voilà ce que j'attends, voilà quand le ballon est là on fait ça, pour que lui déjà individuellement il est ça. Après il y a des garçons qui ont un peu plus de Branco par exemple, il est arrivé, il parlait pas un mot, mais il commence déjà, quand je parle avec lui, je fais moitié français et moitié anglais. Alors après moi je suis pas... Mon anglais, c'est un peu comme dans la grande vadrouille, hein, big moustache, je plaisante. Mais bon, donc voilà, on arrive à se comprendre. Après, dans le match, voilà, moi je les incite surtout à connaître des mots-clés, quoi, importants, pour qu'ils l'expriment. Un garçon comme Ruben, par exemple, qui lui commence déjà à comprendre presque tout et à pouvoir s'exprimer. Mais bon, le joueur qui est devant lui, joue-le, sort, vas-y, mais il faut qu'il y ait un mot pour que le joueur comprenne que ce soit ça, parce qu'on n'a pas le temps de faire des phrases pendant le match. Mais c'est vrai que c'est un problème. Alors après, on met aussi en place des choses pour que les joueurs parlent le plus vite possible le français. Mais c'est pas parce qu'on prend des cours qu'on parle une langue. Le problème de prendre des cours, donc vous êtes attentif, vous avez un prof qui vous apprend. Le problème, c'est que si quand vous sortez des cours, vous ne pratiquez pas et vous parlez pas, ça sert à rien. Donc on essaye de les séparer sur les terrains d'entraînement. Quand on fait des équipes, par exemple, on les met pas ensemble parce que sinon c'est le championnat d'Angleterre, ils parlent qu'en anglais. Donc voilà, on fait des petites choses comme ça. Mais après, je sens aussi qu'il y a cette volonté de chacun, justement, de maîtriser au plus vite la langue. Alors, est-ce que selon vous, le fait que le nombre de spectateurs soit limité dans les stades à 5000, ça nivelle les valeurs entre les équipes et qui permet une différence entre extérieur et domicile, par exemple? Je ne sais pas si ça nivelle le niveau des équipes. Je pense
Enfin, moi, je pense au contraire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'ambiance et il n'y a pas de spectateurs, les équipes qui sont les plus fortes, si elles jouent à leur niveau, elles vont rester les plus fortes. Quelquefois, vous pouvez, avec un public, vous sentir porté et transcender et faire que c'est pas l'équipe la plus forte qui gagne tout le temps. Déjà le foot, moi c'est pour ça que j'aime ce sport-là, c'est que c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Il y a tellement d'éléments dans le foot qui font, mais il y a aussi des éléments émotionnels qui peuvent faire basculer un match. Il y a des éléments émotionnels et notamment la présence d'un public qui pousse, qui peuvent faire basculer un match, qui peuvent faire prendre à un arbitre une décision, parce qu'un arbitre c'est un homme, hein, il peut aussi. Donc il y a tout ça. Donc c'est vrai que quand il n'y a personne, alors si c'est à huis clos c'est encore pire, mais même quand il y a 4000 ou 5000, c'est vrai que ça change un petit peu les perceptions. Mais bon, encore une fois, on est obligé de s'adapter à la période qu'on vit, on est obligé de s'adapter à ces décisions-là, même si par rapport à ce qu'on vit, et notamment dans le sport, on les comprend pas toutes. Moi, je les comprends pas toutes. Mais bon, voilà, ça nous est imposé. Il y a un gouvernement, il y a un ministère des Sports, il y a une ligue professionnelle qui dit c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Donc voilà. Enfin, c'est pas le débat d'aujourd'hui, on ne va pas discuter sur comment on gère la présence du Covid et comment on gère le fait qu'il n'y ait pas de. Voilà, il y a des conséquences qui font que. Donc dans le foot, il y a celle-là, c'est des contraintes qui ne sont pas tout le temps compréhensibles pour tout le monde, qui ont des conséquences aussi très très importantes, ne serait-ce que sur, là vous parlez du public, mais nous en tant qu'entraîneurs, je dis nous parce que j'ai lu quelque chose là, de Claude Puel aussi, je trouve qu'il a raison, dans la gestion de ça, dans la façon de faire notre métier, dans la façon de gérer les joueurs et dans la façon dont les joueurs vont faire leur métier, sur la formation, sur les jeunes, voilà, ça pose un problème. Il y a le football professionnel, avec toutes les contraintes, il y a le football amateur, mais il y a aussi pas mal de championnats il y a des championnats où les professionnels rencontrent les amateurs. Donc par exemple, les tests, les amateurs font pas de tests, c'est pas obligatoire, ça coûte cher, bon voilà, ils en font pas. Donc vous envoyez des joueurs, vous envoyez pas des joueurs. Donc moi par exemple, qui a une philosophie où je ne laisse pas un joueur professionnel plus de 15 jours sans jouer un match, donc est-ce que je l'envoie jouer avec la réserve? Ça pose un problème. Vous avez les jeunes, Claude a soulevé le problème des joueurs blessés. On parlait des joueurs blessés. Quand Wesley va revenir, il va avoir besoin de faire 3-4 matchs avec la réserve. On l'envoie ou on l'envoie pas, avec le risque qu'il y a. Et puis pour la formation aussi, c'est pareil. Donc ça fait partie de l'adaptation qu'on doit avoir et d'une réflexion aussi commune et globale, voilà, parce qu'il faut trouver des solutions, mais c'est difficile de trouver des solutions quand on est face à quelque chose qui peut mettre, qui a mis la vie des gens en danger et qui peut la mettre. Donc ça fait voilà, ce problème-là, plus celui que vous soulevez dans la compétition avec le public, voilà. Mais vous avez aussi des incohérences. Par contre, on a laissé faire la fête de la musique. Donc voilà, à la fête de la musique, les mecs, je ne sais pas combien ils sont, et puis nous, on peut être que 5000 dans les stades. Mais bon, on n'est pas décideur. Là, on a juste à faire les choses qu'on nous impose de faire parce que c'est comme ça. Alors on peut donner notre avis. Je le donne aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas vraiment demandé, c'est pas très grave. Mais parce que c'est une réalité. Là aujourd'hui, je suis devant vous, je suis content parce qu'on a fait nos tests et que tout le monde est négatif et tout, et c'est un ouf de soulagement. Parce que quand j'arrive ce matin, je ne sais pas si dans ce que j'ai en tête, dans ce qu'on a travaillé, ça se trouve, il va me manquer 4 mecs. Hein. Ben non, ils sont tous là. Donc c'est magnifique. Tout autre chose, un petit mot s'il vous plaît sur Amine, qui va vous suivre sur l'estrade. Amine Adli. Oui. Déjà, pour vous, c'est quoi? C'est un milieu, c'est un ailier, c'est un milieu centré? Parce que vous l'avez fait jouer un peu au poste. Il peut jouer attaquant sur un côté. Il préfère jouer côté droit parce qu'il rentre sur son pied gauche. Il peut jouer dans un milieu à 3. Voilà. Après, ce que je pense de lui, c'est un garçon qui a alors, beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Je suis sûr que lui, il va faire une carrière. Aujourd'hui, son défaut, son problème, alors là, on va revenir sur la jeunesse, c'est qu'il joue comme quand il était avec les jeunes. Il fait tout à 2000 à l'heure.
il fait tout à 2000 à l'heure. Et des fois à une vitesse où même nous on se demande comment il a pu faire la passe, le ballon voilà. Par contre il a cette qualité de percussion, il a une qualité de passe, voilà. Mais sauf qu'il fait tout trop vite. Beaucoup trop vite. J'ai encore une image dans le match où il a fait une percée sur le côté, il peut encore avancer pour jouer un 2 contre 1. Non, il fait la passe intérieure, c'était Aaron qui était au milieu, il était surpris de faire la passe, on a perdu le ballon là-dessus. Donc Amine, son problème aujourd'hui, c'est un problème de rythme. C'est juste un problème de rythme. Voilà. Qu'il ne fasse pas tout trop vite. Après, il a à l'entraînement, il est toujours à fond. C'est un garçon qui a une mentalité extraordinaire. Il est à l'écoute. Il ne faut pas lui expliquer 2 fois, quand on lui explique une fois, il comprend. Après, il faut qu'il se débarrasse de ça. Mais là, après, c'est l'expérience, c'est à force de faire des entraînements, c'est à force de faire des exercices, c'est à force évidemment de jouer qu'il va prendre ça. Mais c'est un garçon moi j'aime beaucoup. Et depuis le début dans l'investissement, il est... Voilà. Des fois trop. Vous savez, des fois, il y a des joueurs, il faudrait leur dire, bon, à un moment donné, il faut courir un peu. Lui, je vais dire, arrête-toi un peu. Arrête. De temps en temps, marche. Et je lui explique que dans le foot, il y a 3 temps. Marche, footing, accélération. Lui, il a accélération tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, dans le match, il a commencé, il était à bloc. Au bout de 20 minutes, il a commencé à plonger. Après, il est revenu un peu. Mais il est carbo parce qu'il brûle le carburant. Voilà. Mais par contre, il a toujours cette idée de bien faire les choses. Et puis, c'est un joueur d'équipe. C'est un vrai joueur d'équipe. Il joue pour l'équipe. Il joue pas pour briller tout seul, voilà, il a cette volonté. Alors il fait pas tout bien, tout ça, mais c'est normal, mais dans l'attitude, dans les intentions, on a cherché le mot. Voilà, pour moi il est top, il va faire. S'il reste comme ça, il fera une carrière, je suis sûr. Et c'est lui pour votre proposer au coup de pied Ça c'est un problème aussi pour lui. Parler de la qualité de ses coups de pied arrêtés. Oui, c'était très bon en prépa. Il était moyen en prépa. Il en a loupé beaucoup. Mais après, c'est pareil, c'est justement. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi il ne les réussit pas. Alors, je viens de parler du fait quand il est en mouvement, qu'il fait tout à 2000 à l'heure, il se sent bien. Donc peut-être que là, le fait que ce soit arrêté, il a des problèmes. Mais vous rigolez, mais moi je rigole pas. Je pense à ça. Après, les coups de pied arrêtés, c'est un problème de concentration. C'est un problème de concentration et de prendre son temps. Poser le ballon, bien savoir, on travaille, on a plusieurs combinaisons. Mais voilà, donc ça aussi, j'ai discuté de ça avec lui. Je dis, quand tu joues en pro, t'as 2 coups de pied arrêtés, 3 coups de pied arrêtés, tu les mets au 3e poteau, les gens, ça n'a rien à foutre que tu aies 18 ans ou 17 ans et tout comme ça. Hein. Donc c'est un élément qui peut aussi nous faire gagner les matchs. Donc mais il a une réflexion par rapport à ça. Hein. Il est en colère après lui et ça me plaît. Moi j'aime bien les gens comme ça qui font les choses, qui se trompent, mais puis après il y a une réaction parce qu'ils sont en colère. Mais après où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il a trop de qualité technique. Il a trop, face en pied gauche, il est trop bon pour faire des choses comme ça. Même si tout le monde ne réussit pas à tous les coups. On voit des matchs au plus haut niveau où il y a aussi des coups de pied arrêtés. Combien de fois j'ai regardé des matchs où j'étais avec des gens qui n'étaient pas du foot, qui ne comprennent pas comment un joueur professionnel peut pas mettre le ballon là. Hein, vous aussi, des fois. Ouais. Bon, vous l'écrivez pas comme ça, mais vous pensez. Mais bon. C'est bon pour vous ? Merci beaucoup.